Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 17e chapitre de ce Super Flame Story. « 17 décembre. Il était environ minuit et quart. Le petit convoi de véhicules mené par le commissaire Tassier, l'inspecteur Bloom et les hommes du colonel Hartmann s'approchait lentement du camp de base de la DPA. Dans les différents véhicules, le stress commençait à se faire sentir, surtout dans la voiture de Tassier qui avait embarqué avec lui 2 jeunes recrues de la police marmottanaise. Ils étaient les seuls à s'être portés volontaires, grandement inspirés par le souffle épique qui se dégageait des récits concernant leurs supérieurs. Il y avait une majorité silencieuse de Marmottanais qui savaient les sacrifices qui avaient été faits au cours des dernières années par Tassier, Bloom et Bennett, dans une moindre mesure. Les gens n'en parlaient pas. Le sujet était tabou, et les questions de sécurité nationale ainsi que les menaces de poursuites judiciaires forçaient les villageois à éviter d'évoquer de pareils événements. Dans tous les cas, personne ne les croirait, mais ils savaient, tout comme les 2 jeunes policiers qui étaient à l'arrière du véhicule du commissaire Tassier, qu'ils entretenaient un idéal de justice. Les officiers Tristan Bonnet et Margot Schaft, tous 2 emmitouflés dans leurs uniformes, se regardaient, s'interrogeant sans dire un bruit, se disant en pensée qu'aucun des 2 ne prendrait le risque de perdre l'autre. « Bon, les 2 tourtereaux, vous arrêtez tout de suite vos regards langoureux et vous vérifiez que vos flingues sont chargés !» lança le commissaire Tassier, qui les fixait depuis un moment dans le rétroviseur. Déjà qu'en flirtant entre vous, vous flirtez avec les limites du règlement, ne testez pas celle de ma patience parce que ça va mal finir. Le jeune couple de policiers sourit. L'instant émotion fut coupé par un message radio de Yupvig. « On va avoir un petit souci, le copain. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Tassier en dégainant la radio. « Ils ont établi un poste avancé. On sera dessus d'ici 30 secondes. On a déjà reçu l'ordre de s'arrêter pour un contrôle. » « On peut pas rétorquer qu'on est sur une intervention urgente ?» demanda Bloom. « Négatif. On arrive sur un terrain militaire. La législation n'est plus la même. » répondit le colonel Hartmann. « On fait quoi alors? On annule ?»« C'est une très mauvaise idée. » déclara Hartmann. « Si on recule alors qu'on est dans leur ligne de mire, ils vont nous allumer et faire un rapport à contumace. Il faut à tout prix éviter ça. » « Alors profitons de l'effet de surprise. » déclara Bloom. Prévenez l'avant-poste par radio que vous êtes sur une urgence vitale et qu'il vous est impossible de vous arrêter. On met les sirènes et on fonce. J'ai de sérieux doutes quant au fait que cela puisse marcher, mais pourquoi pas. Les véhicules se mirent à accélérer, les sirènes à retentir et le colonel contacta l'avant-poste par radio. Ici Hartmann, groupe Sentinelle 25. Demandons autorisation de dépasser avant-poste. Avons urgence vitale à bord. Je répète, avons urgence vitale à bord. Bien reçu, Sentinelle 25, on transmet au camp de base. Maniez-vous, on va vous arriver dessus dans moins de 30 secondes. On fait de notre mieux, patientez, colonel. Négatif, des vies sont en jeu. Sur ces paroles, le cortège de véhicules arriva à toute allure sur l'avant-poste. La barrière qui bloquait la route était encore en place et les soldats prenaient position vers des fusils mitrailleurs. L'un d'eux, équipé d'un gilet jaune et d'une lampe rouge, faisait de grands signes à l'équipe Sentinelle. « Appuie sur le champignon, Youp !» lança le colonel. « Mais ils vont nous tuer !» s'exclama le soldat des pays de l'Est. « On dirait que c'est Nedelec qui commande l'avant-poste. Il leur ordonnera jamais de tirer. C'est un type bien, je le connais. Klaxonne et accélère, nom de Dieu !» Sur ces paroles, les véhicules se mirent à accélérer encore plus. Le véhicule blindé de Yupvig allait servir de bélier. Constatant que le convoi ne s'arrêtait pas, les soldats de l'avant-poste s'écartèrent avant de se retourner pour tirer sur le dernier véhicule du cortège qui, heureusement, était lui aussi un blindé. Au même instant, au camp de base, Talion vint chuchoter à l'oreille de Contumace. Ce dernier était en train de dîner avec Klaus Sattler. « Mais enfin, je vous avais dit de ne pas nous déranger !» s'exclama l'actuel chef de la DPA sous le regard inquisiteur et furieux de Klaus Sattler. « Navré, messieurs, mais il y a urgence. » Talion résuma rapidement la situation à Contumace, qui ordonna que l'on boucle le camp et que les hommes s'apprêtent à devoir faire usage de la force. Une alarme se mit à retentir et ce fut le branle-bas de combat.
Mon cher, je suis navré que la soirée prenne une pareille tournure, lança Contumace Sattler. On suspecte une intrusion armée et violente dans le camp d'ici quelques minutes, d'où les sirènes. Bientôt, le camp fut totalement bouclé et les armes braquées sur les véhicules qui approchaient. De gros projecteurs furent allumés et pointés vers le sentier enneigé. Mes amis, lança l'inspecteur Bloom en commençant à ralentir. C'est l'instant de vérité. Bennett, si vous vous foirez, on est tous morts. Alors que Contumace, Talion et Sattler grimpaient sur un poste d'observation pour avoir une vue d'ensemble, les véhicules du groupe Sentinelle furent sommés de s'arrêter. Ceci est un ordre direct de la DPA. Veuillez stopper vos véhicules. Je répète, veuillez stopper vos véhicules. Si vous continuez, nous ferons un usage létal de la force. Contumace se frottait les mains à l'idée de montrer à Sattler l'anéantissement des 4 véhicules qui fonçaient droit sur le campement à l'aide de quelques lance-roquettes. Mais il n'en fut rien. Le cortège obéit aux ordres et s'arrêta. Le vacarme fit place au silence et toutes les armes furent braquées dans la direction des véhicules, dont les occupants prirent de grandes inspirations. Si leur plan ne fonctionnait pas, ils risquaient l'anéantissement. « À vous de jouer, Bennett », lança l'inspecteur Bloom. Soudain, le silence de cette nuit d'hiver fut rompu par une voix émanant du haut-parleur de la voiture de l'inspecteur Bloom. Une voix que chaque soldat de la division avait l'habitude d'entendre. Ici DPA 001. Les soldats se regardèrent, les yeux écarquillés. Ne tirez pas. Je vais sortir du véhicule. Je ne suis pas armé. Je répète, ici DPA 001. Je suis votre chef. Je vais sortir du véhicule. Ne tirez pas. Depuis leur perchoir, Contumace, Sattler et Talion sentaient qu'ils étaient en train de perdre l'avantage. « Nom de Dieu, Talion !» s'exclama Contumace en se retournant vers son homme de main, furieux. « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?»« Je ne sais pas, monsieur. Je demande à nos snipers de l'éliminer. » Oui, dès qu'il est visible, vous l'abattez. Monsieur Sattler, je suis vraiment désolé pour le dérangement. Ne vous en faites pas, Contumace, bien qu'étant un rat des bibliothèques, je dois bien avouer que j'apprécie également les scènes d'action. Au même instant, la porte arrière droite du véhicule de l'inspecteur s'ouvrit, révélant Alias, ou plutôt Andrew avec l'apparence d'Alias. Mais peu importe. L'illusion semblait fonctionner. Les soldats baissèrent leurs armes. Alias avait toujours avec lui le combiné du haut-parleur. Il reprit. « Je suis votre chef. Votre seul chef. Je démets Contumace de toute autorité et je vous ordonne de l'interpeller. Même ordre pour les dénommés Talion et Klaus Sattler. Tous 3 sont coupables de haute trahison, meurtre et terrorisme. » Alors que des soldats commençaient à converger vers les 3 accusés pour les arrêter, une détonation se fit entendre. Elle provenait du toit d'un baraquement. La balle, tirée par un sniper fidèle à Contumace, filait à vive allure vers la tête d'Andrew. Mais quelques instants avant l'impact, la porte magique de Bennett jaillit du sol et le protégea. La balle ricocha contre cette dernière et alla se loger dans un sapin quelques mètres plus loin. Le dernier soubresaut autoritaire de Contumace venait d'échouer. Tandis qu'on lui enfilait les menottes à lui, Sattler et Talion, Bennett, toujours sous l'apparence d'Alias, ordonna que l'on délègue l'autorité au colonel Hartmann, qui prit immédiatement les choses en main. Au même instant, Contumace, Talion et Sattler étaient embarqués, menottes au poing, dans les véhicules de la police de Marmottin. Le premier par l'inspecteur Nathan Bloom, le second par l'officier Margot Shaft et le troisième par l'officier Tristan Bonnet. Les 2 jeunes policiers affichaient un visage empli de fierté. Bennett, quant à lui, sauta dans un des fourgons de la DPA, de sorte à ne pas côtoyer les 3 criminels qui étaient supposés bien connaître Alias. Déjà que sa porte magique avait dû mettre la puce à l'oreille à nombre de soldats, il n'aurait plus manqué qu'une mauvaise réponse à une question semblant anodine ne le condamne à révéler sa vraie identité. Les véhicules de la police marmottanaise, escortés par un véhicule de la DPA, retournèrent donc en ville avec leurs belles prises. Les 3 énergumènes furent placés en cellule sous haute surveillance. Bennett, Tassier, Bloom et les 2 jeunes autres policiers qui avaient participé à l'opération rentrèrent chez eux pour dormir quelques heures. Au petit matin, le village découvrit que la présence de la DPA dans la ville avait été réduite à quelques patrouilles. La Gazette de Marmottin titrait également que le lieutenant Fonck était en train de devenir le favori pour les élections municipales, dépassant Gérard Vinzier de 5 points. Une nouvelle qui avait grandement énervé l'agriculteur. Ce dernier avait organisé un de ses meetings apéros au Vieux-Fournil dès 10 heures du matin.
Vous allez voir ce que vous allez voir. La police de Marmottin, elle essaie de voler l'élection. On va pas se laisser faire. T'as raison, mon GG, lança un de ses fidèles supporters. Si tu gagnes pas l'élection, c'est qu'elle est truquée. Oui, en plus, je suis sûr qu'il est trafiqué, leur sondage de merde. Moi, je pense que la Gazette, c'est un média corrompu, lança un autre partisan de Vinzier. Ouais, bien dit, mais c'est récent, parce que quand ils ont interrogé GG et qu'il faisait sa pub, eh ben ils étaient pas corrompus. Ça c'est sûr, c'était du vrai journalisme à l'époque. Anaïs Milano, la jeune serveuse du bar, n'en pouvait plus d'entendre jacter Gérard de si bon matin. Elle avait fui dans l'arrière-salle pour glander sur son téléphone avant que Jean-Charles, le cuisinier, ne lui demande de retourner servir les clients. Jean-Charles était un ancien de la division Plume d'Argent. Il était présent lors du protocole Centurion de l'année dernière. C'était d'ailleurs le responsable de la restauration des troupes. Au cours de sa mission, il était tombé sous le charme du petit village et avait décidé de s'y installer avec sa famille, troquant son tablier de chef militaire pour celui de chef de restaurant. Lui non plus n'aimait pas trop Gérard, mais il fallait se rendre à l'évidence. Les meetings apéros de l'agriculteur ramenaient du monde et permettaient de faire du chiffre, alors il laissait faire. Pendant ce temps, chez le lieutenant Fonck, Rico avait obtenu l'autorisation de jouer avec les filles du policier, à condition de rester sous la garde de Betty, sa tendre épouse. Les deux gamines étaient aux anges, pouvoir s'amuser avec un corbeau capable de parler, c'était un rêve d'enfant qui y prenait vie. Le véritable alias, quant à lui, était toujours alité dans la chambre de la petite dernière et sous la bonne garde d'Oswald qui ne bougeait pas. Le vieux barbu dormait à même le sol, au pied du lit de DPA 001. Le lieutenant dit au revoir à sa petite famille et prit la direction du commissariat. Dans sa voiture, il écoutait Marmottin FM. Et c'est l'information du jour. Alors que les élections approchent à grands pas, les sondages indiquent que c'est le lieutenant Julien Fonck qui a le plus de chances, suivi de près par Gérard Vinzier et René Plumard qui est annoncé comme grand dernier. Cassandra, un commentaire. Eh bien, je dirais qu'à moins qu'une alliance inespérée ait lieu entre Plumard et Vinzier, Fonck a toutes les chances de devenir le prochain maire de Marmottin. Soudain, alors qu'elle était en plein direct, le portable de la journaliste vibra. Elle venait de recevoir un mail étrange. Dans ce dernier figuraient des photos de son frère. On pouvait lire dans le mail « On vous surveille toujours, Cassandra. Si Gérard perd l'élection, votre frère perdra la vie. » La journaliste n'était pas au courant pour l'interpellation de Contumace, Talion et Sattler. L'information était tenue strictement confidentielle par la police de Marmottin, mais l'arrestation de ces trois serpents n'avait pas pour autant neutralisé leur réseau d'influence, et ils avaient encore beaucoup d'hommes fidèles. Ce dernier point était justement un des principaux sujets d'inquiétude du colonel Hartmann et de Yupvig. Tous deux savaient pertinemment que bon nombre d'hommes de la DPA n'étaient pas fiables. Ça grouillait de traîtres et d'intérêts privés. Il fallait réussir à identifier les éléments fiables et à mettre à l'écart ceux qui ne l'étaient pas. Yupvig s'était vu attribuer par son supérieur la mission de monter un groupe ayant pour but de démasquer les éléments douteux. Cette demi-douzaine d'hommes justes s'étaient vus attribuer les anciens appartements de Contumace pour mener à bien leur travail. Ils avaient bien entendu pour ordre de ne pas parler de leur mission à qui que ce soit d'extérieur au groupe et de ne jamais l'évoquer en dehors du baraquement qui leur avait été attribué. Seul petit problème auquel ils n'avaient pas pensé, les appartements de Contumace étaient truffés de micros et quelqu'un les écoutait. Quelqu'un de dangereux, de très, très dangereux.